Vous êtes jeune, vous venez vous prêter serment aujourd'hui et le petit but là, de cette demi-heure, c'est de vous rappeler un petit peu des combats intérieurs de la profession, parce qu'on a une profession quand même, il y a des architectes beaucoup plus qualifiés que moi qui ont dit qu'on faisait une profession de combat, donc il ne faut pas oublier ça. Et on a besoin de vous pour assurer aussi la pérennité de notre profession qui est toujours menacée, toujours attaquée, donc c'est un combat perpétuel. Donc le petit parallèle que l'on va faire aujourd'hui, ce soir, c'est finalement entre la loi LCAP qui vient de sortir, dont vous avez sans doute entendu parler, et qui sort 40 ans après une loi qui nous a aidés, la loi de 77. Alors moi, en 77, j'étais étudiant à l'école d'archi, donc bon, j'ai un certain âge, mais enfin, j'étais encore étudiant. Elle m'est passée très au-dessus. Je n'étais pas du tout impliqué dans la réflexion, dans toutes les manifestations qu'il y a eu autour de cette loi, mais c'est bon de faire le parallèle entre deux lois qui finalement sont des fondamentaux pour notre profession. Alors pour ça, on a fait appel à des architectes aguerris, comme on m'a dit de dire, pas de jeunes architectes aguerris. Des jeunes architectes. Voilà, mais bon, voilà. Alors, donc, au milieu, Claude Bouet, qui a été conseiller national, président de la MAF, et puis j'en oublie sans doute, voilà. Ah, toujours, d'ailleurs, il apporte les couleurs, vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, Jean-Michel Lamaison, qui a été vice-président du conseil régional et ensuite conseiller national, si je ne me trompe pas. Et Bernard Trenquet, qui a été aussi ancien président de notre conseil régional ici et qui a été aussi conseiller national. Et professeur à l'école d'archi. Vous y avez échappé, mais moi je l'ai vu comme professeur. Il était beaucoup plus jeune, ce n'était pas un cadeau, mais il est là ce soir et il reste fidèle. Voilà. Alors, donc, je vous rappelle un petit peu le contexte de 77, vous n'étiez pas né. Donc, il y a eu mai 68, ça vous avez dû en entendre parler. Et après mai 68, il y a eu pas mal de bouleversements. Disons que la société a évolué. Il y a eu un ministre de la Culture, André Malraux, qui était quand même un ministre emblématique de la culture, et qui a lancé un petit peu cette réflexion sur la qualité architecturale, comment la garantir. Donc c'était annonciateur de la loi de 77. La loi de 77, c'est un texte fondateur pour notre profession. Avant, il y avait une loi en 73, mais 77, c'est quand même une année qui est importante pour notre profession. Le 3 janvier 77, l'intérêt public de l'architecture est inscrit dans l'article 1 de la loi et je cite, « L'architecture est une expression de la culture ». Alors, petit rappel, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, un ministère de l'équipement, à l'époque ça s'appelait le ministère de l'équipement, qui était absolument tout puissant, c'était vraiment un ministère très 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 fort, et une secrétaire d'État à la culture, je crois qu'il n'y avait pas de ministre de la culture, c'était une secrétaire d'État qui était Françoise Giroud. Bon, après mai 68, la crise de société, les conflits de génération, c'est une époque de grande réforme, le vote à 18 ans, c'est pas rien, la loi Veil sur l'IVG. Moi, j'ai subi la loi Debré, c'était autre chose, c'est-à-dire que tous les jeunes étudiants, ils partaient faire Voilà, on a manifesté, j'en vois qui se rappellent de cette époque, parce qu'on a manifesté, ça nous privait du sursis, et dans nos études d'architecture, on était obligé de les interrompre pour aller faire le service militaire, qui n'était pas drôle à l'époque, voilà. Enfin, moi, j'ai ces souvenirs-là, et la loi de 77, je l'ai zappée. Je ne l'ai vue qu'après, quand je suis entré dans ma vie professionnelle. Le contexte économique en 77, il y avait eu les 30 Glorieuses, la suite de la guerre, la reconstruction, etc., les grands ensembles. Et puis là, on a le premier choc pétrolier qui vient en 74 qui a frappé. La profession d'architecte était déjà en crise, mais bon, ça se renouvelle régulièrement, voilà. Le nombre d'architectes explose aussi parce qu'il y a eu le baby-boom, donc de plus en plus de générations, l'ouverture des écoles, etc. Donc vraiment un grand nombre de jeunes architectes qui arrivent sur le marché de la maîtrise d'œuvre. Et à cette époque-là, la commande publique, elle est basée sur des choses qui sont en défaveur de notre profession, c'est-à-dire l'industrialisation, donc des projets fabriqués par des grosses entreprises du bâtiment, des industriels, les modèles, tout ce qui était, voilà,
Les listes d'agréments. Pour faire un hôpital, il fallait être agréé par le ministère de la Santé. Donc, c'était aussi des. Donc, finalement, ça restreignait énormément pour les jeunes architectes leur champ d'intervention. Et puis, également, il y a un grand développement des bureaux d'études à l'époque qui montent en puissance et qui sont alliés de fait avec les industriels et les grandes entreprises du bâtiment. Donc, les choses se renouvellent. Hein, c'est des choses qui perdurent, qui reviennent régulièrement. Voilà, donc ça c'est le contexte. Alors on va donner la parole à nos témoins. Alors moi j'ai une question à Claude Bouet peut-être pour commencer, puisque lui y a fortement participé. Est-ce que tu as le souvenir de Claude là, de ce contexte difficile? Comment la profession l'a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui a motivé à ton avis la nécessité de faire émerger cette loi? Bien, avant que de m'adresser à cette noble société, je veux dire toute la joie que nous avons de nous trouver parmi vous et parmi vous, les jeunes qui allez ou venez de prêter serment. Voilà, c'est une grande joie pour nous. Oui, effectivement, cette loi de 77 s'imposait. À l'époque, j'étais au Conseil national à Paris. Et j'ai participé assez activement aux débats qui ont eu lieu et aux combats qui ont eu lieu. Je venais d'entrer comme président à la MAF, j'avais une double casquette. Et il était indispensable qu'effectivement, il intervienne quelque chose. Car à cette époque, en 70, ce que je vous dis simplement, c'est que ce métier d'architecte est un combat permanent. Permanent. Et peu à peu, notre situation était devenue, on ne savait plus très bien où nous nous situions. Et peu à peu, tout le monde faisait de l'architecture. La profession d'architecte n'était pas du tout protégée. Et disons que les bureaux d'études qui étaient des émanations de banques, et les banques avaient pensé qu'effectivement, il y avait du pognon à gagner, elles s'en foutent, voilà. Et donc, les bureaux d'études avaient la main mise un peu sur la profession, car dans les concours qui pouvaient avoir lieu, il était d'abord demandé le nom du bureau d'études, lequel choisissait ensuite son architecte. Donc, il était absolument urgent de faire quelque chose, et nous avons réussi à, je dois dire, faire promulguer cette loi de 77 qui a été quand même une grande avancée pour nous, car elle nous installait dans une certaine mesure, elle nous entendait à notre place. Et nous avons eu la chance ensuite de travailler plus aisément. Nous savions à quoi nous pouvions nous attendre. Et j'en garde un souvenir. Pour moi, ça a été quelque chose d'important, car ça a complètement changé la vie de la profession. Voilà ce que je peux dire sur les conséquences de la loi 77. Merci. Oui, alors moi je vais un petit peu développer sur les titres de la loi. Hein. C'est un petit peu scolaire ce que je vais faire, mais enfin bon, voilà, comme ça vous saurez ce qu'il y avait dedans et le contenu, parce que bon, cette loi elle est toujours en vigueur, hein, et quelque part elle est pas, voilà, elle continue d'exister. Alors au titre 1 de la loi, il y avait l'obligation de recours à l'architecte pour établir le projet architectural. Avec des dérogations que l'on connaît sur la maison individuelle, les 170 mètres carrés, et également sur les bâtiments agricoles. Donc, je rappelle, l'architecte est obligatoire, mais avec des dérogations. Et vous verrez que dans la loi CAP, c'est revenu. C'est passé 170, 150, enfin, il y a eu des fluctuations. Donc, c'est à nouveau inscrit dans la loi CAP. Et à l'époque, Françoise Giroud, je me suis plongé un petit peu dans les débats qu'il y avait eu, elle avait dit qu'on risquait d'inextricables conflits entre les professions concernées s'il n'y avait pas cette concession faite par la profession par rapport à tout un ensemble de professionnels qui n'étaient pas architectes et qui travaillaient dans les petits projets, maisons individuelles, etc. Bon, c'est un marché qu'on n'a jamais reconquis. Hein. Peut-être que ça viendra un jour, peut-être qu'en élevant la culture architecturale, on aura plus de pétitionnaires. Actuellement, je crois que c'est 4%, si je ne me trompe pas, des architectes qui sont choisis pour faire des maisons individuelles. Donc il y a 4% du marché qui appartient aux architectes. Donc il y a un marché à conquérir, c'est évident.
Et donc voilà. Donc ça existait déjà dans la loi de 77, ça existe à nouveau dans la loi CAP. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui était fondamental ou pas? Parce que c'est... Oui, c'était fondamental parce que ça mettait les choses au point, on savait où nous allions. Mais tu as évoqué à l'heure actuelle les petits pavillons, tu as évoqué les petites opérations. Là, je m'adresse à vous, les amis. Il y a quelque chose à faire. On ne peut pas laisser la France entre les mains de ces gars qui nous... Le paysage en souffre, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas réfléchi. C'est une affaire avant tout financière. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il vous appartient, entre autres, parmi les tâches que vous pouvez avoir, de vous battre effectivement et de trouver les moyens pour intéresser le grand public. Bâtir sa maison, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un acte qui va engager des décennies. Donc, aller chez un marchand, acheter ça comme un buffet, acheter une maison comme un buffet, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il y a eu quand même des progrès à la télévision, mais je crois qu'il faut s'impliquer là-dedans. Il faut à tout prix intéresser le grand public à l'architecture, à ce qu'elle se représente, à ce que le grand public se représente, effectivement, de ce qu'est une maison. Ce n'est pas simplement des moellons qu'on met les mains sur les autres. C'est bien autre chose. Donc, à mon avis, vous avez un combat à mener à ce sujet. Ok, merci. Alors, le titre 2. La mise en place des CAUE. Les CAUE, ils existent toujours. Bon, voilà, vous avez rencontré ce matin les représentants de l'Union régionale des CAUE. Bon, le but, c'était d'assurer la qualité architecturale, urbanistique et environnementale. Et juste après les CAUE, il y a eu la création aussi de l'AMIC qui est arrivée un petit peu après. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut intervenir là-dessus, sur la mise en place des CAUE, parce que moi je sais que je me souviens de... Là j'étais installé, puisque après la loi de 77, ça a mis du temps quand même à se mettre en place. Et je me souviens que dans chaque département, il y avait l'installation des CAUE et que voilà, il y a eu des choix qui se sont posés au niveau des professionnels pour savoir comment aller travailler ces CAUE. Jean-Michel? Oui, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement datent effectivement de la loi de 77. Il s'agissait d'offrir aux particuliers en dessous des 170 mètres carrés, une prestation d'architecture quand même, c'est-à-dire des conseils, puisqu'ils ne passaient pas théoriquement par notre profession à nous. Donc les CAUE sont beaucoup intervenus, mais pas uniquement dans les conseils aux gens qui voulaient déposer les permis de construire, ils sont intervenus aussi dans des conseils d'urbanisme et d'environnement aux communes. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Alors évidemment, ça n'a pas aidé les architectes particulièrement parce qu'ils ont défendu l'architecture, ce qui était normal. Ils n'ont pas, dans l'idéal, ils auraient dû donner le goût de l'architecture en faisant que peut-être des gens qui ne passaient pas par un architecte, en sortant du CAUE, avaient envie justement d'aller chercher un architecte. Ça s'est pas tellement fait à mon avis. Hein. C'est peut-être... Bon, mais enfin, disons que ces CAUE... ont quand même rempli leur rôle et ont permis que tout le paysage architectural soit couvert, si je puis dire, hein, pour la partie qui échappe aux architectes. Alors Bernard, il a un avis là-dessus aussi, donc on va lui donner la parole. Oui, alors j'apprécie ce que viennent de dire mes anciens, n'est-ce pas? Je regrette. Et je voudrais quand même souligner que, évidemment, la loi de 77 est une avancée très significative, mais il est frappant de noter qu'à bien des égards, les mesures d'accompagnement étaient, à mon sens, contre-productives. Je prends un exemple. On a tous été flattés qu'il soit déclaré par Barreau ou ses successeurs. Oui, ses successeurs. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? L'architecture et une expression de la culture. Oui. Bon, alors ça, il faut s'imaginer que par rapport à la population que l'on vise au niveau des constructions individuelles, c'est plutôt un repoussoir qu'un attrait. Donc, elle aurait mieux fait, par exemple, de dire, je dis comme ça, j'improvise, l'architecture et l'expression de l'art de vivre, par exemple. Ces mots-là auraient été prononcés, au moins en complément, ça aurait peut-être fait moins plaisir aux tenants de l'architecture médiatisée, et qui se sont bien rattrapés par la suite, mais ça aurait été peut-être mieux. Et quant au CAUE, tu l'as abordé un peu, ou Jean-Michel, il y avait une compensation obligatoire à fournir en échange d'un certain monopole, mais là aussi, ça a eu un effet contre-productif, dans ce sens que les CAUE étaient, de par leur rôle de conseil, toujours entraînés à aller au-delà du simple conseil et rendaient possible et acceptable
des projets qui ne l'auraient pas été s'ils n'avaient pas bénéficié d'un conseil. Bon, autrement dit, je pense qu'on se tirait une balle un peu dans le pied et qu'une solution aurait été peut-être, alors sans compter que normalement les CAE sont des associations et qu'il est anormal que les services publics soient assumés par des associations, et donc on aurait peut-être pu être un peu plus rigoureux dans ce domaine, ou être très prudent dans les missions à remplir dans les SAE. Moi, j'en ai fait pour voir, j'en ai fait pendant 1 an, et effectivement, j'ai un peu joué l'architecte. Bon, et c'est ça qu'il aurait fallu éviter. De toute façon, décourager la clientèle de se passer d'architecte. Et quelque part, si on avait une administration sérieuse et ferme, induire, pousser les gens, inciter les gens à aller chercher l'architecte. Merci. Oui, alors après, il y a le titre 3 qui traite de la profession d'architecte, donc ça nous concerne immédiatement, la qualification, le port des titres, les inscriptions au tableau, donc c'est ce que nous faisons à Londres, c'est ce qui définit un petit peu le rôle de l'ordre des architectes. Et l'article 15 dans ce titre 3 qui précise « Tout projet architectural doit comporter la signature des architectes qui ont contribué à son élaboration », ce qui conforte normalement les droits et les devoirs de l'architecte. Alors effectivement, la notion de signature, elle a été détournée. C'est-à-dire que l'architecte, il doit faire le projet architectural. Il ne se contente pas de signer le projet architectural fait par quelqu'un d'autre. Et on se trouve confronté parfois à des signatures de complaisance qui portent préjudice d'abord à notre profession et qui nous entraînent, nous, à avoir des actions en chambre de discipline dont on a parlé ce matin. Voilà. Donc je ne sais pas, c'est quelque chose qui a été sans doute un petit peu mal écrit dans la loi de 77, la valeur du projet architectural, je ne sais pas comment vous le... Surtout, ce qui est dommage, c'est qu'on a écrit, je crois, que le projet devait être signé. Signé, c'est marqué signé. Et établi par un architecte. Il aurait mieux fallu dire établi et signé. Parce qu'il faut bien reconnaître que les instructeurs des permis de construire ont considéré qu'il s'agissait simplement de signer les projets. Et on a trouvé des tas de signataires de projets partout, dans la profession malheureusement aussi, mais pas que. Voilà. Donc, et avant 77, comment ça se passait? La reconnaissance, il y avait le port du titre, la reconnaissance de la profession d'architecte en tant que telle existait quand même. Enfin, avant la loi de 77. Je me fais jeune là. Oui, avant la loi de 77, ça existait bien sûr. Il n'y a pas de. Ok. Alors. L'organisation de la profession d'architecte. Ça, c'est le titre 4. Et c'était l'article 37, c'est l'intégration au tableau des agrès en architecture. Ça a été un gros débat dont j'ai la souvenance quand même. Et surtout une mesure transitoire qui perdure encore, c'était les détenteurs de récépissé. Alors pour expliquer aux jeunes qui n'ont pas connu ça, à l'époque, il y avait des architectes qui sortaient des écoles d'architecture, qui étaient architectes des PLG ou des ESA, parce qu'il y avait voilà. Il y avait des architectes qui se formaient au sein des agences, parce qu'il y a eu des formations professionnelles au sein des agences, Promocan en l'occurrence. Et puis, il y avait tout un... mais vous me contredirez après, il n'y a pas de problème, vous apporterez. Et ensuite, il y avait tout un ensemble de maîtres d'œuvre qui faisaient des petits projets, etc. Et finalement, je pense qu'on a demandé à l'ordre d'intégrer une partie de ces professionnels, ceux qui en avaient le mérite et la capacité. Et donc, là, je vais vous laisser la parole. Le gros problème, c'est que les gens qui souhaitaient intégrer la profession et qui n'étaient pas diplômés, il y avait de tout. Il y avait des gens qui étaient tout à fait capables parce qu'ils avaient une expérience, et puis il y en avait d'autres qui étaient des dessinateurs reconvertis bon. Et du coup, ils recevaient un récépissé par le ministère, je crois. Et à partir de ça, certains ont été agréés, d'autres pas. Et on a toujours ces détenteurs de récépissés. Alors, c'est une race à voie d'extinction, puisque l'âge aidant, il y en a de moins en moins. Mais quelque part, moi, je me souviens de quand même de... Sur notre âge. Donc, ouais, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus ou... En définitive, ça ne s'est pas si mal passé que ça, parce que ce n'était pas une chose facile. Imaginez des gens qui étaient établis, qui avaient une pancarte et tout,
c'était pas si facile que ça. Et malgré tout, avec, je dirais, un petit peu l'acharnement qu'ont mis les ordres pour arriver à, je dirais, à faire en sorte que tout ça rentre dans l'ordre, moi je trouve que ça s'est pas si mal passé que ça. Il a fallu se faire harakiri pour X personnes que nous avons inscrites au tableau. Bon, c'est comme ça. Chaque chose a son prix. Ouais, Bernard aussi. Oui, tu as raison. En fait, il faut, dans cette période-là, moi j'ai aussi le souvenir, mais j'étais président à cette époque, que ça s'était bien passé. Les commissions étaient évidemment plutôt conciliantes, puisque le mot d'ordre, c'était quand même de faire le moins de vagues possible pour ne pas remettre en question les acquis de la loi. Ouais. Bon, il faut cependant, tu as évoqué le mot de Promoca, c'est pour ça que je voulais le reprendre, parce que Promoca, donc c'était, alors, pour bien vous faire comprendre, il y avait ce qu'on appelait les maîtres d'œuvre à l'époque, donc qui travaillaient comme concepteurs et réalisateurs, et qui donc étaient privés de cette possibilité. Donc ils ont été transformés en architectes agréés en architecture, alors qu'ils avaient avant le statut de maître d'œuvre, ce qui n'était pas si mal, mais un peu usurpé quand même. Ensuite, il y avait Promoca. Alors Promoca, c'est une autre filière. C'est une filière de promotion de collaborateurs d'architectes, promotion sociale. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui est résulté plutôt des mouvements post-68 art qui voulaient finalement mettre à la portée de tous et quelque part de n'importe qui le titre d'architecte. Bon, j'ai moi-même travaillé dans ce milieu puisque j'étais l'un des animateurs fondateurs de Promoca. J'y suis resté 2 ans. Jean-Michel aussi y est passé. Et il dira peut-être pourquoi il a démissionné. Et le troisième point, ça a été l'occasion d'amener au titre des collaborateurs dans des agences de renom, mais qui n'ont pas été, qui n'étaient pas installés en nom propre. C'est-à-dire, c'était des collaborateurs, méritants. Il y en avait notamment, on parlait de Sadirac tout à l'heure, donc qui travaillait par exemple chez Salier-Courtois. Et on a trouvé là l'occasion de leur donner le titre et la possibilité de travailler indépendamment, ce qu'ils ont fait pour la plupart. Voilà. OK. Bon, et alors je vais faire un rapprochement avec la loi LCAP, là, parce qu'il y a 2 choses que j'ai découvertes, parce que je suis propagé un petit peu sur la loi de 77. J'ai découvert 2 choses. Il y a 2 amendements de la loi de 77 qui ont été rejetés au niveau du vote de cette loi. Et paradoxalement, c'est des choses qui sont revenues 40 ans après dans la loi LCAP. Donc il y en a un, c'est l'intervention des architectes dans les lotissements. C'était déjà dans les amendements de la loi 77 et c'est revenu maintenant avec le décret à 2500 m², donc l'intervention d'architectes dans les lotissements. Donc pour vous, il y a une formation à faire effectivement par rapport à ça parce qu'il y a un marché potentiel et vraiment il y a besoin d'architectes dans ce créneau-là. Hein. Il faut être modeste hein, parce que c'est quand même quelque chose de compliqué. Il faut se former. Enfin, moi j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine quand j'étais jeune architecte et c'est vrai qu'avec des géomètres qui étaient conciliants et des paysagistes, on a pu faire des choses intéressantes. Mais je pense qu'il faut faire preuve également d'humilité quand on va sur ce domaine-là et avoir une bonne formation. Donc il y avait ça, et il y avait aussi la création des sociétés d'architecture pluridisciplinaires, puisqu'on a de plus en plus de sociétés d'architecture maintenant. Bon, et pour l'instant, vous savez qu'il faut que l'architecte ait 51% minimum, enfin une majorité des parts ou des architectes. Donc on est dans un monde en évolution, donc il y a des choses qui peuvent bouger aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est 2 choses qui étaient inscrites, qui auraient pu être inscrites dans la loi de 77, 40 ans après, ça revient. Hein, voilà. Alors, un petit mot, parce que pour se dire finalement par rapport à cette loi de 77, qu'est-ce qu'elle a apporté à notre profession. Alors, moi, c'est des questions que je peux poser effectivement à nos 3 amis architectes, là, mais que je peux poser à d'autres qui sont dans la salle, de nos anciens présidents qui sont nombreux là, dans la salle. Finalement, dans ce monde actuel qui est devenu extrêmement mercantile, est-ce que affirmer le principe de l'intérêt public tel que c'était mis dans cette loi, est-ce que ça a encore du sens? Est-ce qu'on peut encore se battre là-dessus? C'est quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que c'est vraiment un combat qu'il faut continuer à mener dans ce sens-là? Je ne sais pas. Est-ce que... À mon avis, bien sûr. Hein, c'est plus l'environnement est mercantile, plus il faut pousser le message culturel de la nécessité de l'architecture. Parce qu'effectivement, sur le plan de la rentabilité, c'est pas une rentabilité monétaire, c'est une rentabilité
humaine, une rentabilité environnementale. Je sais pas, tu as un avis là-dessus peut-être? Oui. Moi, je ne m'étendrai pas sur cette situation, si tu veux, parce que je pense que ce qu'il nous faut évoquer en fin de notre petit entretien, c'est demain. Et c'est là où vous avez effectivement un rôle à jouer. Voilà. Alors, sur le passé, à mon avis, ça a installé les architectes, ça les a quand même... Oui, la situation s'est clarifiée, ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, cela étant dit, à nouveau, nous sommes retombés dans des travers et il nous faut lutter pour justement se sortir de cette situation. Donc vous estimez que la loi de 77, finalement, ce n'était pas un miroir aux alouettes, c'est quelque chose qui a quand même... Non, voilà. Non, mais la loi de 77, c'était le premier étage de la fusée. Le second étage, c'était la loi MOP. La loi MOP on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est fondamentale. Ouais. Et le troisième étage, c'est la loi LCAP qui arrive et qui complète tout ça. Donc je pense que les jeunes, vous partez avec quand même des choses qu'on n'avait pas, nous. Parce que nous, quand on est arrivé avant 77, on avait notre titre qui était protégé. Ça nous faisait une belle jambe, tiens. Mais le reste, l'exercice ne l'était pas. Donc je pense quand même que, vis-à-vis des jeunes qui sont là, s'ils savent bien manœuvrer, ils ont quand même des atouts. Parce que même s'il y a des choses qui ne vont pas encore bien dans la profession, les gens qui ne sont pas dans la profession, nos concurrents, enfin je ne les nommerai pas, mais enfin, ils ne sont pas contents depuis des années de tout ce qu'on a obtenu finalement. Donc c'est pas si... Hein, je pense aux géomètres notamment. Hein. Ouais. Donc finalement, il faut être optimiste. En fait, c'est un message d'espoir que vous délivrez. Ça, c'est bien. Non, mais voilà, c'est ce que je voulais entendre, parce que le plus beau. Il faut leur donner envie. Ils vont faire le plus beau métier du monde. Bon, voilà. Donc c'est le plus beau métier du monde, mais c'est le plus difficile aussi. Voilà. Ok. Bon, mais je pense qu'on a essayé de faire rapide pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, vous voyez, de ces combats de la profession. Et moi, je vous invite à vous y intéresser, hein, quelque part, parce que c'est, voilà. Alors, à titre individuel, collectivement, bon, on sait qu'on est chacun dans notre quotidien, mais de temps en temps, il faut savoir se mobiliser pour les sujets. Rien n'est jamais acquis de façon irréversible. Il y a toujours des lobbying, des combats à mener. Donc ça, il faut continuer. Hein, voilà, et on compte sur vous. Oui, bien sûr, oui. Je te passe la parole. Oui, on se débat comme on peut dans la profession face à des gens qui sont en place, notamment dans le monde bancaire, qui n'ont rien à faire de nous. Et je pense que l'ordre devait peut-être se jeter les deux pieds dans une affaire qui revient de temps en temps. C'est lorsqu'on voit dans les journaux ou ailleurs des gens qui ont été spoliés dans la mesure où ils ont payé et ils n'ont qu'une semelle en béton et ils n'ont jamais le reste. Je pense que c'est là où il faut dire qu'avec un architecte, ça ne serait pas arrivé. Il faut le dire. Et alors la deuxième chose importante que l'ordre devrait suivre, c'est d'arriver à dégeler les journaux. Ils sont néfastes, ils sont négatifs, ils sont... pourquoi citer un architecte? Ça les emmerde. Il faut les bloquer aux jambes, il faut leur trouver des choses qui les emmerdent. C'est la deuxième chose que je voulais dire. C'était notre jeune confrère Dupuis. Voilà, on laisse la conclusion au plus jeune d'entre nous. Voilà. Bon, je pense que... Oui, quelque chose. Vas-y, Bernard. Bien sûr. Oui, tu l'as évoqué, mais peut-être faut-il insister. Quand tu as parlé des avancées entre la loi de 77 et de 85, donc de la MOP, il faut évidemment mesurer quand même que le chemin, c'est qu'au départ, on avait donc une expression de la culture, donc avec la contre-productivité que j'indiquais tout à l'heure. Et ensuite, on est passé à la création architecturale et la qualité des constructions sont d'intérêt public. Donc évidemment, ça recadre bien mieux les choses, la profession, ouais. de manière beaucoup plus pragmatique. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sait toujours qu'il y a une loi qui est des grands principes et finalement des grandes idées. Et puis derrière, il y a des décrets d'application. Et c'est vrai que, par exemple, si on prend la loi de 1985, la loi MOP, les décrets d'application ont traîné. Ça a pris énormément de temps pour avoir un ajustement de ces 5 ans, hein, je crois, c'est ça. 7 ans, voilà. Donc, ouais, voilà. Et moi, quand je suis arrivé dans la profession, c'était à cette époque-là. Hein, et c'est vrai que ça a bien conforté, ça a bien cadré quand même les choses.
Bon, c'est une loi qui est fondamentale. Mais cette aussi. loi, elle est fondamentale pour les architectes parce qu'elle augmente la mission. La loi de 77, c'était le projet architectural. C'était peu de choses, mais c'était déjà le pied dans l'engrenage. Mais la loi MOP, c'est toute une mission bien décomposée, très complète, qui n'est pas sécable. Ouais. C'est-à-dire que pratiquement, on ne peut pas donner un bout de mission à l'architecte. Il est obligé de tout prendre. Et comme il y a des missions, quand la phase projet, par exemple, comme cette phase projet peut être faite, il faut un bureau d'études, mais le bureau d'études est obligé d'être associé avec l'architecte. Mais c'est l'architecte qui mène la barque. Donc là, on a quand même un atout important. Et je peux vous dire que quand on a fait sortir cette loi en 97, moi j'étais au Conseil national, je m'en occupais entre autres, mais avec beaucoup d'autres gens, on était contents, hein, je peux vous dire, parce que ça ouf. C'était le second étage de la fusée, parce que la loi de 77, c'était culturel. Voilà. Parce qu'avant 77, bon, mais on reconnaissait le titre. Voilà. Belle jambe. Hein. Je crois que nous avons du retard. Juste un mot pour terminer. Vous avez épousé un des plus beaux métiers au monde. Après, c'est à toi. Hein. Mais c'est un métier qui est très exigeant. Il démarre au début de l'œuvre et il va jusqu'à la fin de l'œuvre. Et à l'heure actuelle, on voit apparaître, parce que c'est toujours pareil, garde-toi à droite, garde-toi à gauche. On s'aperçoit à l'heure actuelle, le BIM manager et tout ça. Bon, les enfants, le BIM manager, c'est nous. Bon, voilà. Donc, il faut là-dedans, vous allez entreprendre un métier de combat. Et nous comptons sur vous. Voilà. Et bonne chance. Bon, merci.